bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois André Flahault. Bonjour. Bonjour. Ministre du Budget à la Fédération de la Wallonie-Bruxelles, PS. D'abord, une question qui concerne une des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'aspect scolaire. Il y a 250 directeurs d'école qui ont écrit une lettre à Marie-Martine Schins en lui demandant que l'on retarde le CEB qui arrive trop tôt, selon eux. Alors, quelle est votre réaction? Je vais vous proposer 3 réactions et vous me direz laquelle vous enchante le plus. Réaction A, il faut les écouter, ces directeurs. Réaction B, tout est déjà très bien pensé par Marie-Martine Schins, il n'y a pas de raison de changer. Ou réaction C, ce n'est pas un débat à rendre public. Alors tout d'abord, je crois qu'il faut toujours écouter les gens qui sont sur le terrain. Ensuite, j'ai la conviction que la ministre est consciente que ce qui est fait à un certain moment est toujours perfectible. Et donc je crois que ce débat-là mérite d'être posé pour y apporter des solutions concrètes. Et elles doivent exister parce qu'il n'y a pas que des problèmes, il y a surtout des solutions à apporter. C'est notre métier de politique. Oui, donc vous lui demandez d'écouter quand même ces 250 directeurs d'école. Mais je ne doute pas qu'elle le fera, parce que 250 directeurs d'école, ce n'est pas nécessairement un échantillon qui n'est pas représentatif. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des dossiers qui sortent maintenant. On a enfin les chiffres de ces fameux cours de citoyenneté. Et on se rend compte que les 2 heures de cours de philosophie et de citoyenneté sont assez peu pris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne prend pas ce cours de philosophie? Moi, je plaidais en 98, j'étais un des premiers, sans doute le premier à plaider pour un cours de citoyenneté de 2 heures dans toutes les écoles. D'office? Oui, pour faire en sorte que les enfants, dès le plus jeune âge, apprennent à vivre ensemble, indépendamment de leurs convictions politiques, philosophiques, la couleur de peau, etc. C'est là que se construit le vivre ensemble et pas uniquement dans des grandes théories, des grands colloques, etc. On en a fait quelque chose de très compliqué, de très élaboré. On a même un jour parlé, ça c'était catastrophique, d'un cours de rien. Mettez-vous à la place de parents, je vous avais donné un choix, un cours de rien. Il y a eu des corporatismes qui se sont exprimés et résultat, aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Tout le monde continue à dire il faut enseigner la citoyenneté à l'école, il faut revenir à l'éducation civique à l'école, mais finalement c'est tellement compliqué qu'on effraie les parents et par conservatisme, ils restent dans le couloir qui leur est dédié par leurs parents, par le choix à un certain moment, en disant toi tu es catholique, tu restes catholique, tu es à la morale laïque, tu es orthodoxe, tu es musulman. Ça ne va pas. Et il faut effectivement que l'école devienne ce lieu de vivre ensemble dès le plus jeune âge pour apprendre dès le début le respect de l'autre. C'est un constat d'échec alors ce que vous faites. Je dis simplement que le cours a été accepté dans la dernière nuit de négociation des gouvernements en 2014. Et puis alors, les techniciens se sont ajoutés aux autres techniciens, les corporatismes, les philosophes, les pédagogues, tout le monde s'y est mis. On a maintenant quelque chose qu'il faut faire fonctionner. On doit, comme pour la précédente question, améliorer sans doute le système, mais en le simplifiant de grâce et en ne voulant pas apprendre la philosophie à des gosses qui doivent d'abord apprendre à marcher, à lire et à écrire et à respecter les autres. Et c'est un défi pour la prochaine législature? Certainement, comme l'enseignement avec le pacte d'excellence que l'on met en œuvre pour l'instant restera un défi pour la prochaine législature, mais bon, il faut avancer. Alors vous vous occupez des bâtiments aussi, au sein de la Fédération. Et là, vous avez décidé au sein du gouvernement, c'était hier, de déménager toute une série de plusieurs centaines d'agents, fonctionnaires de la Fédération, de les déménager au 16 de l'avenue du Port. Et l'opposition, notamment Défi, vous critique parce que vous dit vous avez décidé de louer pour 25 ans ce bâtiment, pourquoi est-ce que vous n'avez pas acheté un bâtiment? Est-ce que vous faites attention, est-ce que vous gérez les deniers de la Fédération Wallonie-Bruxelles en bon père de famille, André Flahault? Alors d'abord, je voudrais rappeler qu'entre 95 et 99, j'ai moi-même géré la régie des bâtiments fédérales, donc j'ai une certaine expérience. Ensuite, l'opposition, elle fait son métier, elle s'oppose ici, mais elle s'oppose sur des bases qui ne sont pas tout à fait crédibles parce que les chiffres qui sont cités ne sont pas corrects. Et j'ai dit avec beaucoup d'enthousiasme d'alors que je ferai un plaisir à la commission du budget du Parlement de répondre à ceux qui m'interpellent là-dessus, chiffres à l'appui, inspection des finances. Donc alors, est-ce que je gère un bon père de famille? C'est ma préoccupation constante. Je n'ai pas d'autre compétence que la compétence de fonction publique, de simplification administrative
collègues et le budget, c'est-à-dire ce qui est transversal. Moi, je travaille pour l'ensemble du gouvernement et l'ensemble de mes collègues. Et pour ceux qui travaillent pour l'ensemble, c'est aussi les fonctionnaires. Et c'est pas parce qu'on est fonctionnaire qu'on doit être mal logé, qu'on doit être mal équipé. Ma volonté, c'est que les gens soient aussi dans de bonnes conditions. C'est une question de bien-être. Et il y a un problème qui se posait, il faut reloger les fonctionnaires à un endroit où le bail arrive à expiration, au centre de Bruxelles, et il y a aussi une nécessité de faire en sorte de loger, de permettre de travailler dans de bonnes conditions les fonctionnaires qui sont engagés, notamment pour le pacte d'excellence, mais aussi parce qu'il y a un contrat d'administration qui prévoit d'étoffer certains services. Il y a donc une augmentation en concurrence de plus ou moins 450 personnes qu'il faudra reloger. Il y a aussi des mouvements qui se feront suite à des négociations qui ont été entamées mais qui ne sont pas abouties avec la région de Bruxelles, parfois aussi avec la ville de Bruxelles. Mais il y avait une opportunité. Alors pourquoi pas acheter? Tout simplement parce qu'à un certain moment, on avait une opportunité pour acheter et au niveau du gouvernement, on n'est pas arrivé à un accord en disant si on achète un bâtiment, on impacte le déficit du ministère, c'est-à-dire qu'on est en contradiction, on aggrave le déficit, on est en contradiction vous avez préféré avec les règles européennes. Ouais. Donc, moi, j'aurais souhaité acheter. Mais ça, c'était une première expérience, un bâtiment à côté du boulevard Léopold II, du 27 boulevard Léopold II. On n'a pas acheté, on a continué le logement. Ici, je n'allais pas, la location, je n'allais pas proposer d'acheter, j'allais me faire rembarrer de la même façon, on allait me sortir les mêmes arguments. Alors aujourd'hui, on me dit, mais il fallait acheter. Mais non. C'est pas ça. On ne va pas commencer à jouer, se chatouiller pour se faire rire. On a donc décidé, effectivement, de prospecter le marché de la location, de voir ce qui était le plus intéressant en rapport qualité-prix. Et on est arrivé sur cet immeuble à proximité des autres bâtiments de la communauté française, le boulevard Léopold II, le bâtiment de la Vallée, le bâtiment de Wallonie-Bruxelles International. Ils sont proches, dans un parti de Bruxelles qui est en train de se développer. Tour et taxi, etc. Donc vous assumez. Ah, mais j'assume en général les décisions que je prends. Vous savez, il n'y a pas de problème. Alors parlons d'autres bâtiments, parce qu'il y a des bâtiments, la fédération est quand même assez riche de bâtiments, et ces bâtiments ne sont pas toujours dans un bon état. Je pense à l'ancien cinéma Variété, qui est dans un état de délabrement complet. Là, apparemment, il y a une discussion qui s'est faite avec Bruxelles Laïque et la région et la ville. Et donc, ce cinéma Variété va renaître de ses cendres. Mais c'est bien la preuve pourquoi on a mis tellement de temps. Ah, et ça, il faut aussi demander à certains de mes prédécesseurs. Moi, je suis là depuis 2014. Depuis 2014, j'ai mis en place une task force pour justement avoir cette vision transversale et ne plus avoir cette situation où chaque ministre, chaque administration s'occupait de ses bâtiments pour effectivement désigner quelquefois des architectes pour faire des travaux qui n'avaient aucun aboutissement parce qu'il n'y avait pas les moyens. Moi, je gère avec cette volonté de faire en sorte que ce qui ne nous sert plus, eh bien, effectivement, on essaye de faire en sorte qu'il puisse servir à d'autres, en privilégiant d'abord les organismes d'intérêt public, les autres niveaux de pouvoir, la région, les villes, les communes. Et puis alors, si ça n'intéresse personne, effectivement, alors on le remet en vente si ça ne nous sert plus. Ce qui est vide, on veut effectivement le combler. Ici, le cinéma Palace, pour ne pas le citer, il y a une ASBL qui se trouve, l'ASBL des Frères Dardenne. Il y a une volonté d'en faire un lieu pour le cinéma. Moi, je soutiens ce projet-là, mais je veux voir clair comme ministre du Budget et je veux aussi qu'il y ait une pérennisation du projet. Et c'est la raison pour laquelle nous avons revu avec d'autres membres du gouvernement et avec les responsables du Palace, les Frères Dardenne et ceux qui sont là aujourd'hui, qui vont sans doute ouvrir dans le courant du mois de février, nous avons effectivement redéfini certaines règles de la Convention, notamment la possibilité, dès à présent, pour les opérateurs du Palace de s'ouvrir à des partenaires privés. Et ça, c'est important parce qu'un partenariat public-privé, c'est peut-être une des garanties de pérennisation du cinéma Le Palace en respectant le projet de base. Il y aura notamment un commissaire du gouvernement du budget. Et les variétés, eh bien, c'est clair qu'on a effectivement dit que ces bâtiments pouvaient être vendus. Certains se sont manifestés, la ville de Bruxelles s'est manifestée, Bruxelles Laïcité s'est manifestée aussi. Et plutôt que de laisser un bâtiment qui s'écroule, effectivement, on va vendre le Variété à Bruxelles Laïcité. Je crois que ma collègue Créoli a signé les accords. Et Bruxelles Laïcité va sans doute se tourner vers la région bruxelloise ou vers la ville de Bruxelles pour avoir une série de subsides à la rénovation pour y faire un lieu autre qu'un chancre.
Mais quand même, ça fait beaucoup de bâtiments, ou ça fait des dizaines d'années que ces bâtiments restent comme ça à l'abandon. Alors maintenant, vous dites, très bien, moi je suis là, je m'en occupe. Le PS est là au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis longtemps. Est-ce que vraiment, on n'a pas tenu compte de tous ces bâtiments et des coûts qu'ils pouvaient engendrer? Je vais vous dire qu'à un certain moment, ce qui concerne les infrastructures, ce n'est pas nécessairement là-dessus qu'on réalise les meilleurs scores électoraux. Comme les tunnels, vous allez me dire. Je ne parle pas des tunnels, parce que ça, c'est une histoire belge, une histoire bruxelloise. Et mais c'est aussi des infrastructures. Et donc, ces infrastructures-là, il faut vraiment s'en approprier, en quelque sorte. Et parfois, on a des réactions un peu ou très conservatrices de dire on va le tenir, c'est valable aussi pour des écoles, on ne sait jamais qu'un jour, on en aura besoin. Mais non, à un certain moment, il faut constater, par exemple, que s'il y a un terrain à Uccle qui ne sert plus et qui ne sert plus depuis des années, qu'on le mette en vente, purement et simplement. À côté de cela, lorsqu'on veut reloger l'INSAS, il faut essayer de trouver des collaborations, mais on ne va pas tenir indéfiniment les bâtiments de la rue de Namur ou encore de la rue de Stassard ou la rue du Berger. Il faut effectivement, en ce qui concerne le conservatoire qui va être relogé à la rue du Chêne, il faut effectivement avoir le courage de se poser la question dans tout ce que l'on fait, est-ce que ceci nous est encore utile? Est-ce que ceci nous servira un jour? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de le vendre? Surtout que ça serve à la collectivité, parce que je suis un défenseur des services publics et des communes. Plutôt que de le laisser en stock, plutôt que de le laisser en stock. Mais parfois, pour des raisons historiques, pour des raisons d'ego, pour des raisons... Mais ça ne sert pas à grand-chose de tenir des choses qui ne servent plus à rien. Alors, petite question pour terminer, on n'a plus beaucoup de temps, mais je sais que ça vous intéresse, parce que vous êtes un Brabançon wallon qui fait la navette assez souvent à Bruxelles. Et qui s'assume. Voilà. Alors, le RER Bruxelles-Nivelles, apparemment, c'est... On ne sait toujours pas, franchement, quand il va avoir lieu, en tout cas pas tout de suite. Il y a beaucoup de problèmes qui concernent et Bruxelles et le Brabant wallon. Il y a le RER, la mobilité, il y a aussi le survol de Bruxelles. Et comme ancien ministre de la Défense, j'ai été très intéressé à suivre ces dossiers-là, notamment de survol. Pour parler du RER, quand le ministre Belot affirme que maintenant c'est reparti les amis, on a de l'argent, et c'est vrai qu'il a peut-être négocié le milliard virtuel et qu'il y a aussi, en termes de plan d'investissement, une préoccupation de mobilité aussi pour Bruxelles, eh bien quand il dit c'est reparti, parce qu'il y a un accord de coopération, je voudrais simplement dire que j'ai quelques doutes. Parce que l'accord de coopération, avant de le transmettre au Conseil d'État, il est soumis à une clause qui a été énoncée par le ministre Waits lors d'une dernière réunion d'un comité de concertation en disant on va effectivement être d'accord avec l'accord de coopération, mais il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le phasage des travaux à réaliser. Et là, je crains que ça va être à nouveau, pour la xème fois, la renégociation communautaire de la fameuse clé 60-40 et que ce dossier du RER vers Nivelles est bloqué par des interventions de communes flamandes et parfois de citoyens flamands. Ça ne les intéresse pas que le RER arrive jusqu'à Nivelles. Moi, ça m'intéresse qu'il y en ait dans le Brabant wallon. On ne le verra pas de sitôt. Merci André Flao. Demain, Stéphanie Meyer recevra David Wetzmann. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.